Il va parler de la phrase du président Macron qui dit « L'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains ». L'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Le président Macron, vous vous en souvenez, a dit que les Africains avaient oublié de dire merci à la France. Et il a ajouté que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. L'analyse que fait le président Ibrahim Traoré de ce bout de phrase du président Macron est évidente. Si l'ingratitude est intransmissible, est une maladie non transmissible aux humains, et que les Africains qui n'ont pas dit merci sont ingrats, c'est-à-dire souffrent d'ingratitude, cela veut dire que ces Africains ne sont pas des humains. Le président Ibrahim Traoré a reconstitué le raisonnement de Macron. Emmanuel Macron dit « L'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains ». Donc c'est une maladie dont ne souffrent que les non-humains, les infra-humains, les bêtes. Les Africains n'ont pas, nous dit-il, ils n'ont pas dit merci à la France. Les Africains souffrent d'ingratitude et parce qu'ils souffrent d'ingratitude, le président Macron en déduit qu'ils sont des sous-hommes, des infra-humains. Parce que de toutes les façons, s'ils étaient humains, ils seraient reconnaissants. Car être humain, c'est être reconnaissant. Ainsi, Emmanuel Macron se définit comme le prototype de l'homme, de l'humain, alors que les Africains qui n'ont pas dit merci à la France sont le prototype du non-humain, de l'infra-humain, de l'inhumain. C'est à ce moment que le président Ibrahim Traoré trouve nécessaire de lui rappeler que pour que l'humanité française actuelle existe, il a fallu que l'Afrique se sacrifie. Il a fallu que les Africains servent de chair à canon dans toutes les grandes guerres mondiales de la France pour que la République française soit sauvée. Première partie du propos du président Ibrahim Traoré, ce que j'appelle la métaphysique de la révolution panafricaniste. Le président Traoré dit une phrase, il dit « Il faut intégrer la lutte contre l'impérialisme dans nos gènes ». Et si cette phrase n'est pas méditée, elle ne sera pas comprise. Intégrer la lutte contre l'impérialisme dans nos gènes. Quelle est la méthode la plus évidente, la plus simple d'intégrer quelque chose dans nos gènes? Nous intégrons quelque chose dans nos gènes par une modification génétique. Par exemple, on a vu ces derniers temps le développement de ce qu'on appelle les vaccins avec ARN, les vaccins qui agissent sur l'acide ribonucléique. Et l'une des peurs qu'on a actuellement dans le monde, c'est que certains vaccins se mettent à agir sur l'ADN, c'est-à-dire modifient carrément l'identité profonde de l'individu sur le plan génétique. Est-ce que le président Ibrahim Traoré est en train de nous demander de consommer un certain nombre de substances physiques, des substances chimiques, ou de nous faire vacciner dans un dispensaire, dans un hôpital, dans un CHU? Est-ce qu'il nous demande de nous faire vacciner contre l'impérialisme? Est-ce qu'il existe un vaccin anti-impérialiste dans les pharmacies? La réponse, non. Alors, la question qui se pose ici, c'est comment intégrer la structure, comment intégrer la lutte contre l'impérialisme dans nos gènes? Il faut comprendre qu'ici, le concept de gène est utilisé sous forme de métaphore. C'est une image. Vous savez que le président Ibrahim Traoré est de formation biologiste. C'est un universitaire qui a fait ses études fondamentales en biologie dans l'université du Burkina Faso. C'est un titulaire de diplôme de biologie. Donc, il utilise des termes qui viennent de son champ de compétences. Et il procède à une extension du sens de ces termes-là pour expliquer à son peuple ce qu'il veut dire. Ici, les gènes dont il est question, ce ne sont pas les gènes biologiques. Les gènes, ici, sont le symbole du mental, c'est-à-dire de l'intériorité profonde de chaque personne, de ce qui fait notre personnalité. Car le président Traoré sait que nos sociétés, qui ont été tenues pendant très longtemps sous l'emprise des dictatures, qui ont été tenues pendant très longtemps sous l'emprise des puissances coloniales, des puissances racistes, impérialistes et négrières, ce sont des sociétés dans lesquelles le mental des êtres humains a été détruit. En Afrique en particulier, plusieurs millions, dizaines de millions, centaines de millions d'Africains, depuis pratiquement 600 ans au moins, ont vécu en étant presque convaincus qu'ils sont des sous-hommes. Du fait qu'ils ont été victimes de la traite négrière, victimes de la colonisation, victimes de la néocolonisation et l'impérialisme, victimes des dictatures les plus abjectes, plusieurs millions d'Africains ont vécu, ont grandi et sont morts en ayant l'opinion qu'ils sont des sous-êtres humains.
Et cela s'est traduit par la popularité de certains dictons, de certaines expressions utilisées par les Africains. Par exemple, un peu partout en Afrique, lorsque quelqu'un mange quelque chose qui est très sale, quelque chose qui est tombé par terre et qui a pris des microbes, par exemple, on entend dire « ça ne tue pas Africain ». Que signifie l'expression « ça ne tue pas Africain » appliquée à la consommation d'un aliment souillé, d'un aliment impur, d'un aliment bien contaminé par une bactérie ou un virus qui peut nous rendre malades. Cette expression veut dire que il y aurait en l'Africain une prédisposition à consommer ce qu'il y a de plus sale. Pourquoi? Parce que étant davantage proche de l'animal que de l'humain, il a développé une résistance et une résilience à ce qu'il y a de plus sale, qui précisément est à la fois son infériorité et en même temps sa chance. Voilà une expression, par exemple, qui témoigne de ce sentiment d'infériorité des Africains. Quand on consomme quelque chose de sale, on dit que ça ne tue pas Africain. Pourquoi ça ne tue pas Africain? Implicitement, ça veut dire que l'Africain, lui, il ne serait pas capable de souffrir de maladies dont peut souffrir n'importe quel autre homme. Pourquoi? Parce que lui, il est beaucoup plus proche de la nature que de la culture, etc. Deuxième expression qui témoigne de cette mentalité néocolonisée qui est très répandue dans l'opinion africaine en raison de l'histoire négrière, coloniale, néocoloniale, impérialiste et dictatoriale. Qui n'a pas entendu à travers toute l'Afrique et même les diasporas la fameuse expression « l'homme blanc est fort », le blanc est fort. Le blanc est fort. Dans certaines langues de mon pays natal, le Cameroun, quand quelqu'un est en train de manger une très belle assiette, par exemple en Beti Boulou, fan, il dit qu'il est en train, que ça c'est Bidibintangan, que ça c'est la nourriture du blanc. Il y a ce mythe-là qui s'est répandu avec la traite négrière, qui s'est répandu avec la colonisation, la néocolonisation et l'impérialisme, que la nourriture de l'occidental, de l'homme blanc, serait en soi meilleure que la nourriture de l'Africain. Au point que lorsqu'un Africain s'offre dans certaines de nos sociétés un très bon repas, on dit qu'il est en train de manger comme un blanc. Bidibintangan. La nourriture du blanc. Vous connaissez ça ou pas? Il y a un troisième phénomène qui montre très bien que les populations africaines souffrent de la colonisation mentale. C'est le phénomène de la recherche de la clarté de la peau par les produits chimiques et qui est répandu dans plusieurs populations africaines où les individus cherchent à ressembler à l'homme blanc en utilisant les produits chimiques. J'ai vu un certain nombre de niais se promener sur mes pages Facebook, YouTube, etc., pensant que le teint clair de ma peau que j'ai là serait le produit d'effets cosmétiques. Ce n'est pas le cas. Mes parents, paix à leur âme, et de toutes les façons, ils sont heureux là où ils sont, étaient de teint clair. Donc, beaucoup d'Africains continuent à penser que le fait de se blanchir la peau les rend plus humains, plus proches du modèle humain qu'ils ne le sont. Le phénomène de la desquamation de l'épiderme, c'est l'une des conséquences de la mésestime de soi de l'Africain. Bien sûr qu'il y en a d'autres qui utilisent ces produits pour des raisons purement esthétiques. Je ne veux pas ici les blâmer ni les mettre en difficulté, mais il y a une trace de la fascination pour la peau blanche dans l'usage de produits décapants chez les Africains. Donc voilà 3 exemples, voilà 3 illustrations de cette infériorité mentale qui est fortement répandue parmi les populations africaines du monde entier. N'est-ce pas? Je vous ai donné 2 dictons. Ça ne tue pas Africain. Ça, on dit ça souvent en Côte d'Ivoire. L'homme blanc est fort. Ah, le blanc est fort. Et ceux qui disent cela sont des gens qui n'ont pas étudié l'histoire des sciences africaines. Et donc, ils ne savent pas que dans l'histoire des sciences, l'Afrique précède l'Occident. Et que les grands maîtres fondateurs du moment d'émergence de la science, gréco-romaine, les grands maîtres de la science gréco-romaine étaient les étudiants, les élèves des négro-africains. Quand on parle du miracle grec, bien souvent, c'est parce qu'on ignore l'antériorité des sciences, des arts, des techniques négro-africaines auxquelles ont été initiés les soi-disant auteurs du miracle grec. Les Thalès, les Pythagore, les Platon, les Socrates sont les élèves des Noirs. Et ils le disent. Les historiens grecs de l'Antiquité reconnaissent qu'ils ont été formés dans les temples négro-égyptiens. Lisez Hérodote. Donc quand quelqu'un s'assoit là et il dit l'homme blanc est fort, c'est parce qu'il est simplement ignorant de l'histoire, de la contribution de l'Afrique
de la civilisation africaine aux sciences, aux techniques. Il y a encore des Africains qui se promènent en pensant que l'écriture a été inventée en Occident et qui ignorent que les Africains sont la première grande civilisation humaine et la première civilisation à avoir écrit. Voilà pourquoi dans toutes les langues africaines, il y a un mot pour désigner l'écriture, qui n'est pas un mot d'origine occidentale. L'écriture est en Afrique avant qu'elle n'apparaisse en Occident, avant qu'elle n'apparaisse en Orient, avant qu'elle n'apparaisse en Amérique, avant qu'elle le premier continent à avoir écrit, c'est l'Afrique. Écrivez ça. Tilana. Dans ma langue maternelle, le Bassa, l'écriture, c'est Matila. Litila. Tilana. Et dans la grande civilisation négro-africaine d'il y a 3500 à 4000 ans, les écrits fondamentaux qui guident la société s'appellent les Meduneters, c'est-à-dire les écritures sacrées. Ce que les Grecs vont appeler les hieroglyphos. En français, les hiéroglyphes. Hieros, sacré. Glyphos, glyphéine en grec, l'écriture, etc. Donc, le président Traoré commence d'abord par appeler le peuple burkinabé, le peuple africain, à se décoloniser mentalement. Parce que lorsque tu grandis avec l'idée que tu es un être inférieur, tu ne peux pas produire une civilisation de la liberté, de la dignité, de la vérité, de la justice. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi il dit, il est important de pouvoir comprendre. Qu'est-ce que c'est que la décolonisation mentale? C'est l'augmentation de la capacité de comprendre. Chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte, chez le vieillard. Augmenter la capacité de comprendre. Par extension, augmenter la capacité de comprendre de notre peuple. Notre peuple doit élever son niveau d'intelligence. Et c'est ainsi qu'il se décolonise mentalement. Seul un peuple mentalement décolonisé peut s'engager dans la décolonisation socio-économique, dans la décolonisation culturelle, dans la décolonisation politique, dans la décolonisation géopolitique et géostratégique. Le mental, l'esprit domine la matière. Et donc, celui qui n'a pas la maîtrise du mental ne peut pas maîtriser la matière. Tout le monde dans lequel nous sommes placés là est mental. Vous me regardez, mais je suis une image mentale dans votre esprit. Vous êtes des images, tout ce qui nous entoure appartient au monde mental. Tout est esprit. Et par conséquent, quand on ne maîtrise pas les pouvoirs de son esprit, quand on ne développe pas les pouvoirs de son esprit, on est victime des événements. La première partie de l'intervention du président Ibrahim Traoré, c'est donc une invitation à se libérer intérieurement par la connaissance, par la réflexion, par la pensée, par la prière, par la méditation, par la discussion, par le partage, par l'éveil collectif. Il sait, le président Ibrahim Traoré, il le sait d'un savoir de biologiste, il le sait d'un savoir de militaire, maintenant il le sait d'un savoir d'homme politique que le mental est fondamental. Écrivez ça. Le mental est fondamental. Celui qui contrôle ton mental contrôle tout le reste. Car en fait, tous les gestes que tu poses tous les jours sont déterminés par ton mental. Donc si quelqu'un contrôle ton mental, il te contrôle. Tu marches comme ça, on pense que tu marches sur tes pieds, mais en fait, c'est lui qui te fait marcher. La décolonisation mentale est donc la clé intérieure de la libération africaine. D'où l'importance de l'éducation, et notamment d'une éducation délivrée des mensonges racistes, coloniaux, néocolonialistes, impérialistes et dictatoriaux. Les mensonges de la pseudo-science, de la domination hégémonique. On doit les extirper des crânes, des programmes, des classes, des collèges, des lycées, des universités. On doit les extirper des monuments, des boulevards. On doit extirper le grand mensonge de la domination dans toutes les entrailles de la société physique et de la société mentale où il s'est installé. La décolonisation mentale. Le président Ibrahim Traoré a touché le point fondamental. Parce que comme le dit le leader du MRC au Cameroun, c'est dans la tête que ça se passe. Mais si rien ne se passe dans la tête, le corps sera contrôlé par d'autres têtes qui contrôlent ta tête. Si tu ne te cultives pas, si tu ne t'efforces pas de comprendre, si tu ne t'efforces pas de développer tes facultés, que sont ta sensibilité, ton imagination, ton entendement, ta raison et ta volonté, si tu ne développes pas les facultés que Dieu t'a données, eh bien, tu seras sous le contrôle des autres. Tu seras un mouton, comme les militants d'Alassane Dramane Ouattara
le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé. Lui, les militants de son parti sont fiers d'être des moutons. Ça, c'est typiquement des gens qui ne sont pas mentalement décolonisés. Monsieur Cissé Bakongo, dites-nous un peu le contraire de ce que c'est qu'un décolonisé. Qu'est-ce que c'est que le contraire de ce que c'est qu'un décolonisé? Le contraire de ce que c'est qu'un décolonisé, par exemple, un mouton d'ado. Allez-y, monsieur Cissé Bakongo. Oui? 25. Donc, c'est 2025 que nous sommes en train de cette place. Ouais. Merci pour l'accueil. Ouais. Merci pour la mobilisation. Ouais. On va se quitter, mais on ne peut pas se quitter sans se donner quelques petits conseils. Écoutez, le contraire. Les candidats ici que j'ai présentés comme des coéquipiers avec à leur tête celui que vous appelez le membre national, le ministre Touré, ils ont pris un engagement. Ils ont dit que la terre est pliée. Ils ont dit que le match sera. Écoutez comment parle quelqu'un qui n'est pas décolonisé. Gagné vraiment très rapidement, plié. Mais nous, on sait, avec le président Alassane Ouattara, qu'aucun match n'est gagné avant. Nous, on sait, avec le président Alassane Ouattara, qu'il n'y a pas de petite élection. On sait, avec le président Alassane Ouattara, qu'il n'y a pas de petits adversaires. On sait que tous les adversaires se valent. On sait que toutes les élections se valent. On ne gagne une élection que le jour de l'élection après le dépouillement des urnes. C'est là qu'on gagne. Je voudrais vous dire merci pour votre mobilisation. Merci surtout à nos amis du FPI. Merci à nos amis du FPI que j'ai pas donné il n'y a pas de petits candidats. Je cherche la bonne. Choisi. Excusez-moi, sa phrase est trop loin dans cette. Sa phrase est trop loin dans cette version. Je veux la version où il coupe court et nous dit ce qu'ils sont. Voilà, oui. Quand le président prend une décision, oui, on les suit tous comme des moutons. Très bien. Moi, je suis d'accord avec ça. On est mouton dans dos. On est mouton pion dans dos. Voilà. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi, je dis on est mouton pion. Voilà. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Bon, voilà. Donc, vous avez un exemple là, à travers Cissé Bakongo, par exemple, en Côte d'Ivoire. Il dit aux Ivoiriens qu'ils sont des moutons d'Alassane Ouattara, et les Ivoiriens qui lui font face lui disent oui. Bon, ça, c'est un exemple, justement, d'une société qui n'est pas décolonisée. Parce que un citoyen qui est décolonisé ne peut pas accepter qu'un dirigeant politique lui demande de se comporter comme une bête, de se comporter comme un mouton. Seul un citoyen qui n'est pas décolonisé peut accepter cela. Et ce sont eux qu'on entend répondre à Cissé Bakongo quand il leur dit « Nous sommes les moutons de Ouattara ». Cissé Bakongo, montrez très bien ce que c'est qu'un citoyen qui n'est pas décolonisé. On prend une décision, oui, on les suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. On est mouton dans dos. Ouais. On est mouton pion dans dos. Ouais. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi, je dis on est mouton pion. Voilà. Derrière nous. Le président Ibrahim Traoré n'appelle pas les Burkinabés à être des moutons. Il demande aux Burkinabés et aux Africains de s'approprier leur histoire, de la comprendre personnellement, d'en discuter, de la pénétrer, de se l'approprier, d'en être des enseignants. Le président Ibrahim Traoré ne s'adresse pas à l'esprit moutonnier de l'Africain, mais il s'adresse à l'esprit libre, à l'esprit sincère, à l'esprit véridique, à l'esprit juste, à l'esprit courageux. Il s'adresse à la capacité de chacun d'entre nous de progresser intérieurement par la connaissance, par l'apprentissage, par l'écoute, par le bon exemple. Et c'est extrêmement important. C'est ainsi que les soldats, les masses populaires laborieuses et l'administration au Burkina Faso sont appelés à être unis dans le processus de la décolonisation mentale. La première partie de l'intervention du président Ibrahim Traoré est un enseignement pour toute l'Afrique. Il n'y a pas de société libre s'il n'y a pas un effort d'augmenter sa capacité de comprendre, son pouvoir de comprendre. Il n'y a pas de société libre s'il n'y a pas une bonne connaissance de sa propre histoire. Il n'y a pas de société libre s'il n'y a pas une capacité de jugement critique,
développée chez la plupart des personnes qui sont membres de cette société. Il n'y a pas de société libre s'il n'y a pas une capacité de mettre en commun ce qu'il y a de vrai, de beau et de juste, afin de construire l'intérêt général. Et ça, c'est vraiment la molécule de base de l'intervention du président Ibrahim Traoré. Nous passons maintenant à la deuxième partie. Dans la deuxième partie de son intervention, le président Ibrahim Traoré contredit, contrecarre et montre la fausseté des propos du président Emmanuel Macron en reprenant ses thèses principales et en affirmant les antithèses. Premièrement, le président Ibrahim Traoré remet en cause la prétention du président Macron à tromper la vigilance des Africains en prétendant que, en réalité, l'armée française aurait décidé de se retirer d'Afrique. Il rappelle ici l'unité de vue des dirigeants de l'AES, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et lui-même Ibrahim Traoré, à propos du plan mis en œuvre par la puissance française en cette année 2025. En quoi consiste le plan? Il consiste à dissoudre la présence physique de l'armée française en Afrique en une présence invisible. Et cette présence invisible va être désormais masquée dans ce qui est appelé, dans la nouvelle terminologie, le dispositif socle. Je recommence. Le président Ibrahim Traoré commence par informer son peuple, mettre tout Burkinabé au même niveau d'information que lui-même. Il dit, le chef de la puissance française n'est pas en train de retirer les troupes françaises d'Afrique. Même quand il les a retirées du Mali, du Burkina ou du Niger, c'est pour trouver un endroit où il va pouvoir les replacer et les camoufler. La stratégie adoptée par le président Emmanuel Macron et son administration n'est pas une stratégie de retrait des troupes françaises du sol africain, mais c'est une stratégie d'invisibilisation. On prend les mêmes troupes et cette fois-ci, on les déguise en civils. Les troupes étaient visibles. Les peuples africains voyaient physiquement les bases militaires néocoloniales, qui sont les anciennes bases militaires coloniales, et même négrières. Désormais, le personnel de ces bases militaires va être dilué dans la population civile nationale. Et c'est ce qui est appelé le dispositif socle. Le président Ibrahim Traoré va plus loin pour contredire le président Macron. Il dit, nous savons même où vont se retrouver les personnels militaires désormais. Où? Dans les ambassades. Où? Dans les sociétés militaires privées, qu'on appelle encore sociétés de gardiennage de sécurité des principaux sites consulaires et des sites internationaux. Ils vont se retrouver dans la société civile, donc dans les ONG, dans les associations. Ils vont se noyer dans la masse, de telle façon d'être invisibles par le commun des mortels de nos pays. Le président Traoré informe le peuple burkinabé, il informe le peuple africain que les dirigeants français actuels ont maintenu leur intention d'avoir une présence militaire en Afrique. Et que contrairement à ce qu'ils avouent du bout des lèvres, la présence militaire qu'ils veulent maintenir en Afrique, elle est perçue comme la condition de la continuité de leurs intérêts économiques, de leurs privilèges économiques, hérités de la traite négrière et de la colonisation en Afrique. En effet, pourquoi le président Macron veut-il à tout prix maintenir des troupes françaises en Afrique? Mais parce que la présence des troupes françaises a toujours été la condition pour maintenir à la tête des pays africains des régimes soumis aux quatre volontés de l'Élysée qui garantissent aux multinationales françaises des avantages incomparables sur les richesses africaines. C'est ce mécanisme qu'on veut sauver à tout prix du côté de l'Élysée. Et pour le sauver, on a décidé de l'invisibiliser. C'était un verbe un peu difficile à comprendre. Voilà pourquoi le président Traoré l'a remplacé par le verbe dissoudre. Parce que si je vous dis invisibiliser, c'est-à-dire rendre invisible, c'est plus difficile à comprendre dans l'opinion ordinaire, puisque ce ne sont pas des mots qu'on utilise dans la langue française ordinaire en Afrique. C'est plus difficile à comprendre que dissoudre. La métaphore du dissoudre vient encore ici du biologiste Ibrahim Traoré. Il a parlé des gènes avant, pour parler en fait de l'intériorité spirituelle, et maintenant il nous parle de la dissolution.
Mais qu'est-ce que c'est que la dissolution? Vous prenez un morceau de sucre, vous le jetez dans l'eau. Au bout d'un certain moment, est-ce que vous voyez encore le sucre? Si vous regardez un verre d'eau dans lequel vous avez jeté un morceau de sucre, qui plus est, si vous avez agité le sucre avec une cuillère, au bout de 3 minutes, est-ce que vous voyez encore le sucre dans l'eau, comme ça, quand vous regardez? Non, pourtant le sucre est là. Voilà l'image utilisée par le biologiste président Ibrahim Traoré. Il dit, pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire, imaginez ce qui se passe quand quelqu'un prend un demi-verre d'eau et il jette un morceau de sucre dedans. Au départ, tu vois bien le morceau de sucre, n'est-ce pas? Mais au bout d'un certain moment, le morceau de sucre se dissout dans l'eau. Mais est-ce que ça veut dire que le sucre n'est pas là? Quand le morceau de sucre est dissous dans l'eau, est-ce que ça veut dire que l'eau n'est pas sucrée? L'eau est sucrée. Il y a 2 façons d'obtenir de l'eau sucrée. Hein. Tu peux prendre un morceau de sucre, tu casses un petit morceau dans ta bouche, et puis tu ajoutes l'eau dans ta bouche. Ça fait l'eau sucrée. Deuxième façon, voici l'eau. Tu prends le morceau de sucre dans la boîte et tu jettes dans l'eau, tu touilles. Ensuite, tu bois l'eau. Tu as l'eau sucrée. Le président Ibrahim Traoré choisit donc la métaphore de la dissolution pour que les Africains sachent ce qui se passe. Il dit, M. Macron est en train de dissoudre les troupes françaises dans les sociétés civiles africaines pour que les Africains ne voient pas. Mais c'est parce qu'on ne voit pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Qui a déjà vu le vent? On voit la poussière, on ne voit pas le vent. Mais pourtant, quand le vent souffle, il souffle. N'est-ce pas? De la même façon, ce n'est pas parce que des troupes militaires françaises vont cesser de parader en tenue officielle française, avec des armes françaises visibles, avec les 3 couleurs bleu, blanc, rouge. C'est pas parce que ces troupes-là vont devenir maintenant des sociétés de gardiennage, des sociétés militaires privées, des compagnies internationales qui occupent les ports, les aéroports, les ambassades. C'est pas pour cela qu'elles cesseront d'être des troupes armées. Voilà la profondeur du pédagogue Ibrahim Traoré. Il introduit, pour clarifier le concept de l'invisibilisation, il introduit le concept de la dissolution. Il dit aux Africains, attention, ils ne disparaissent pas, ils se dissolvent dans la masse. C'est-à-dire qu'en fait, ils se donnent le moyen d'être encore plus efficaces que quand ils étaient visibles. Reconnaissez que il est plus facile de boire le sucre quand il est dissous dans l'eau que de le croquer. Prenez par exemple un verre de coca ou de Fanta. Quand vous buvez du coca ou de Fanta, est-ce que vous pouvez évaluer la quantité de sucre que vous avez consommé? Non. Il est plus facile de boire beaucoup de sucre en buvant le coca que de manger du sucre sous forme de morceaux. Et de ce point de vue, le président Traoré souligne l'intelligence, la perfidie, la ruse des stratèges français. Ils ont compris que pour tromper les Africains, il faut passer par la dissolution. Mais je vous rappelle que M. Macron, ce n'est pas sa première dissolution pour tromper. Hein. Là, il dissout les bases militaires visibles pour les camoufler dans des troupes invisibles. Mais ici, en France, il a aussi dissous l'Assemblée nationale comme ça. Hein. On pensait qu'il allait respecter le résultat. Il a dissous pour pouvoir reprendre la main à travers des premiers ministres illégaux et illégitimes. Oui, actuellement, la France en est à son 2e premier ministre qui n'est pas issu d'une majorité parlementaire. Pourtant, il y a eu une dissolution macronienne de l'Assemblée nationale. Il a dissous l'Assemblée. Hein. Il a perdu les élections. Mais il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé pour continuer à contrôler le gouvernement et recycler toutes sortes de politiciens qui n'ont rien à voir avec le résultat des élections. L'individu n'est pas à sa première dissolution. La dissolution militaire qu'il utilise pour camoufler ses plans africains ressemble comme 2 gouttes d'eau à la dissolution parlementaire qu'il a utilisée pour camoufler ses plans de coup d'État constitutionnel en France. C'est le même individu. Il faut comprendre, M. Macron, il a une logique. Hein. Il a une logique. Hein. Dans sa dérive autocratique, là, il y a une logique. Il utilise les mêmes armes tout le temps. C'est l'homme des mêmes armes. On peut le prévoir. On peut anticiper sur ce qu'il va faire. La méthode de la dissolution qui vient d'être décrite par le président Ibrahim Traoré, mais c'est celle qu'il utilise en France contre le peuple français. Il dissout pour mieux dominer. Il dissout pour mieux contrôler la situation. Il dissout pour mieux contourner les obstacles. C'est ce qu'il fait avec le système des bases militaires africaines en Afrique, mais c'est ce qu'il fait ici avec le système parlementaire, institutionnel. La dissolution comme arme contre le peuple. C'est utilisé en France contre le peuple français. C'est pas qu'en Afrique que c'est utilisé. Notez ça. Écrivez. Tilana. Maintenant, le président Ibrahim Traoré analyse les injonctions du président Emmanuel Macron
quand il dit que c'est lui qui a donné carte blanche au chef d'État africain d'aller annoncer que ses bases militaires allaient se retirer. Le président Traoré précise que ça, ce n'est vrai que pour les chefs d'État soumis à Macron. Parce que le président Assimi Goïta au Mali, c'est pas Emmanuel Macron qui a demandé de faire partie des troupes françaises. Même en rêve, il ne peut pas dire qu'il a décidé de faire partir l'armée française du Mali de son propre chef. Tout le monde a vu le Mali ordonner le départ des troupes françaises. Le président Ibrahim Traoré au Burkina, personne ne peut se lever et dire c'est Emmanuel Macron, président français, qui a ordonné à Ibrahim Traoré d'ordonner le départ des troupes françaises. Au Niger, pareil. Là-bas même, on a vu l'ambassadeur de France au Niger tout faire pour s'accrocher au poste. Rester contre la volonté des autorités nigériennes au Niger, avant de partir catiminieusement et piteusement. Tout le monde a vu cela, n'est-ce pas? Bon. Donc, le président Traoré souligne que ceux qui sont humiliés par ces propos d'Emmanuel Macron, mais ce sont les dirigeants soumis à Emmanuel Macron. Et il va nous donner l'indice qui sont les dirigeants soumis à Emmanuel Macron. Quels sont les dirigeants dont il s'est moqué quand il a dit « c'est moi qui leur ai dit d'aller dire à leur peuple que nous nous retirons un peu, que nous réorganisons le dispositif ». De qui se moque-t-il? Il ne se moque pas d'Assimi Goïta sur ce point, puisqu'Assimi Goïta et le peuple malien ont dit « partez ». La France ne s'est pas démontée du Mali. Elle a été démontée, depuis l'ambassadeur jusqu'à l'armée. Ce n'est pas le président Macron qui a fait partir l'armée française du Burkina Faso, c'est le Burkina Faso, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Pareil au Niger, d'accord? Ok. Mais quels sont ceux qui sont visés? Le président Ibrahim Traoré nous donne un indice. Ceux dont se moque le président Emmanuel Macron, ce sont les dirigeants africains qui n'ont pas dénoncé les accords de coopération militaire, les accords néocoloniaux et coloniaux de coopération militaire avec la France. Parce qu'en fait, tout ce rapport de force en défaveur des Africains, toute cette occupation militaire a obtenu une certaine forme de légalité juridique grâce aux accords de coopération militaire signés depuis les années 50, 60, 70 jusqu'à nos jours. Mais quels sont les pays qui sont encore sous accord de coopération militaire prévoyant l'occupation de leur territoire par l'armée française? Mais les pays qui sont visés sont le Gabon, d'Oligui Nguema, la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara, et le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye, et Djibouti, n'est-ce pas, d'Ismaël Guelleh, Omar Guelleh. Voilà les pays qui ont des accords de coopération militaire prévoyant le maintien des troupes françaises et des bases militaires françaises sur leur sol. C'est d'eux, à tout prendre, selon Ibrahim Traoré, qu'Emmanuel Macron s'est moqué. Parce que eux, ils sont encore liés au pacte néocolonial à travers les accords de coopération et de défense militaire, des accords donc marqués par une asymétrie, une inégalité, un rapport de force entre subalternes et supérieurs. Mais du coup, le président Ibrahim Traoré nous donne une clé supplémentaire et c'est pour ça que c'est succulent ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est vraiment succulent. Il nous donne une clé supplémentaire, il dit, mais écoutez, les pays qui ont véritablement engagé le processus de retrait et de départ de l'armée française sous toutes les formes sont d'abord des pays qui ont dénoncé les accords de coopération militaire et de défense. Il nous donne cet indice. Et je crois que vous n'apprenez rien. Nous vous avons donné de nombreuses conférences ici pour vous dire que tout pays africain qui n'a pas commencé par dénoncer les accords de coopération et de défense néocoloniaux et qui vient vous dire que lui demande à l'armée française de partir, c'est un pays d'aventuriers ambigus. Mes frères et amis sénégalais, partisans de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, se sont tordus de douleur ici depuis plusieurs semaines parce que je leur ai dit que tant que le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko n'ont pas dénoncé les accords de coopération et de défense avec la France, ils s'évertuent à tromper le peuple sénégalais et à tromper l'opinion africaine, mais ils ne peuvent pas tromper les connaisseurs. Je vous ai donné une conférence ici dans laquelle je vous ai même donné une grille de lecture entre les faux retraits et les vrais retraits. Vous vous souvenez? J'avais donné une grille de lecture ici entre les faux retraits et les vrais retraits. Quand vous écoutez le président Ibrahim Traoré, est-ce que vous apprenez quelque chose d'autre que ce que nous vous avons établi ici il y a plusieurs semaines? Il y a des faux retraits de l'armée française caractérisés par la non-rupture des accords de coopération militaire et des déclarations dans des discours pompeux. Et puis, il y a les vrais retraits qui commencent par la rupture. L'autre chose qu'il faut souligner ici, c'est l'hommage qui est rendu directement au Tchad
par le président burkinabé. Parce que le président burkinabé souligne le courage du Tchad. Il dit, prenez l'exemple du Tchad. C'est-à-dire, le Tchad a fait comme nous, les Burkinabés. Il a fait comme les Nigériens ont fait. Il a fait comme les Maliens ont fait. Le Tchad a commencé par le commencement. Pour mettre fin à la domination néocoloniale sur le plan militaire, il faut commencer par dénoncer les accords de coopération militaire, les accords de défense en vigueur. Et donc, il y en a qui disaient et qui continuent à dire, non, Mahamat, c'est une feinte. Mahamat, non. Il a dénoncé les accords. Et ceux que vous présentez comme des panafricanistes, par exemple, nos frères Sonko et Diomaye, n'ont pas encore dénoncé les accords. Le président Mahamat Idriss Déby Itno est en avance sur le Sénégal. Lui, il a dénoncé les accords de coopération militaire et de défense avec la France. On a vu le communiqué et il a fait le discours. Alors, Bassirou Diomaye Faye se promène au Sénégal, il fait de grands discours. Maintenant, il lit les phrases bien écrites dans ces discours-là. Monsieur, c'est pas ce qu'on vous demande. Vous êtes le président de la République du Sénégal. Vous êtes le président de la République du Sénégal, monsieur. Dénoncez les accords. Avant, on nous disait, Sonko et Diomaye étaient là en train de nous dire, attendez que nous soyons élus, attendez que nous gagnions les élections législatives. Il faut une majorité parlementaire. Les partisans de Sonko et Diomaye se baladaient sur tous les réseaux sociaux. Ah, professeur, calmez-vous, attendez que les législatives passent. Sénégalaises, Sénégalais, mes frères et sœurs, les législatives sont passées. Sonko ne fait que faire des discours, des déclarations. Bassirou Diomaye ne fait que faire des discours, des déclarations. On leur demande de dénoncer les accords de coopération militaire et de défense. C'est la base de tout. C'est par là que ça commence. Ceci s'adresse à Ouattara Draman, qui prétend que la base militaire du 43e Bima va être rétrocédée à la France. Mais monsieur, il ne peut pas y avoir une rétrocession véritable à la France de cette rétrocession à la Côte d'Ivoire, pardon, de cette base, alors que les accords de coopération militaire et de défense disent que l'armée française a le droit d'avoir des emprises militaires en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est écrit dans les accords qui est appliqué. Vous ne pouvez pas commander à l'armée française en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas, Ouattara Draman, vous le savez très bien. Vous qui avez dit publiquement, je dois tout à la France. Vous ne pouvez pas commander à des officiers français en Côte d'Ivoire. Impossible. D'autant plus que les accords de coopération et de défense qui sont encore en vigueur disent que quand les officiers français sont en Côte d'Ivoire, ils n'obéissent qu'à leur chef, le président Emmanuel Macron. Mais nous avons lu ces accords. Est-ce que les accords de coopération et de défense prévoient que les militaires français présents dans les pays africains obéissent au chef d'État africain? Aucun accord de coopération et de défense entre la France et un pays africain n'a prévu une soumission, une obéissance des militaires français aux dirigeants africains. Ils n'en réfèrent qu'à leur chef suprême, qui est le président de la République française, chef suprême des forces armées françaises. Le président Ibrahim Traoré démystifie par le même coup le Gabon du général en rouge, Oligui Nguema, un faux courageux qui passe le temps à menacer les Gabonais, à leur faire du chantage sur des petites choses, à chipoter, à faire des numéros et à danser à travers tout le Gabon, et qui n'est pas capable de commencer le b.a.-ba de l'émancipation de son peuple, la dénonciation des accords de coopération militaire et de défense issus du processus colonial. C'est le b.a.-ba. Et on peut reprocher à Mahamat Idriss Déby Itno son retard en matière d'état de droit, en matière de pluralisme politique, en matière de politique des droits de l'homme. Oui, mais on ne pourra jamais, jamais écrire que Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas dénoncé les accords néocoloniaux et coloniaux de défense et de coopération militaire entre son pays, le Tchad, et la France. Il a écrit son nom dans l'histoire. Et voilà pourquoi je dis qu'il mérite son grade de maréchal. Parce que c'est pas n'importe qui se lève en N'Djamena en 2025 et qui dit à l'armée française, allez chez vous. En tout cas, c'est pas Succès Masra qui allait dire ça. Lui qui maintenant commence à rôder autour de Mahamat Idriss Déby Itno à la recherche d'un soutien français inespéré pour revenir au pouvoir. Parce que nous observons ce qui se passe au Tchad. Depuis que Mahamat Idriss Déby Itno a tiré toute la couverture sous le pied de Masra, d'abord en le dégommant de la primature, et de deux, en prenant les devants pour déloger l'armée française, Masra est KO. Comme on le dirait dans une expression populaire, il est mort dans son propre film. Oui, il est calé. Ce par quoi il aurait cru pouvoir encore surfer sur le patriotisme et le souverainisme tchadien, Mahamat Kaka Idriss Déby Itno lui a enlevé.
Ils le lui ont enlevé. Donc, le président Ibrahim Traoré nous donne un indice de crédibilité en faveur du Tchad. Non pas pour dire que tout est parfait, que le Tchad est déjà au diapason de l'AES, c'est pas vrai. Il n'est pas encore au diapason, il y a beaucoup à faire pour que le Tchad arrive au niveau de conscience des pays de l'AES actuellement. Il y a beaucoup à faire, mais on ne peut pas réduire le Tchad à la situation de la Côte d'Ivoire, de Djibouti ou du Gabon ou du Sénégal. C'est pas la même chose. Maintenant, le président Ibrahim Traoré entre dans un détail subtil. Il va analyser un phénomène sur lequel on n'a pas beaucoup parlé, mais qu'il connaît par cœur. Et il va dire, il va y avoir des troupes françaises dans les ambassades, des troupes françaises dans les sociétés militaires privées, les sociétés de mercenaires, c'est déjà le cas, des troupes françaises dans les sociétés de gardiennage et de sécurité, des troupes françaises dans les équipes de sécurité des multinationales. Donc en fait, c'est dans tout ça qu'on va dissoudre le personnel militaire pour qu'il ne soit pas visible. OK? Mais il va plus loin, il nous dit, l'un des phénomènes sur lesquels on n'a pas encore beaucoup réfléchi, c'est la présence des conseillers militaires français à l'intérieur de la hiérarchie des forces armées de plusieurs pays d'Afrique francophone. Oui, il y a plusieurs pays d'Afrique francophone qui continuent à avoir des conseillers militaires français à l'intérieur de leur hiérarchie. Alors qu'il n'y a pas de conseillers militaires d'Afrique francophone à l'intérieur de la hiérarchie de l'armée française. Ça veut dire que ce sont des conseillers militaires coloniaux et néocoloniaux. Parce que si c'était bilatéral, il y aurait des officiers camerounais dans la hiérarchie de l'armée française, il y aurait des officiers centrafricains dans la hiérarchie de l'armée française, des officiers gabonais dans la hiérarchie de l'armée française, des officiers guinéens, des officiers sénégalais, des officiers ivoiriens, ils seraient dans la hiérarchie de l'armée française. La réciprocité n'existe pas. Partout, dans toute l'Afrique francophone encore, pratiquement dans une dizaine de pays d'Afrique francophone, des conseillers militaires français siègent à l'intérieur des structures hiérarchiques des armées. Le président Ibrahim Traoré attire notre attention sur la fonction de ces conseillers militaires. Et il utilise ici une méthode typique d'un scientifique bien formé. C'est la méthode expérimentale. Il dit, je ne vais même pas vous parler de ce qui se passe dans d'autres pays. Je vais vous parler de ce qui se passe chez nous au Burkina. Et il est le chef de l'État du Burkina Faso. C'est-à-dire le Burkinabé le mieux informé de tous. Voici ce qu'il nous dit. Que le Burkina Faso a vu son armée affaiblie sous le régime du président Blaise Compaoré parce que les conseillers militaires français ont toujours veillé à ce que la puissance de cette armée ne soit pas élevée. Ils contrecarraient tous les plans de renforcement des capacités de l'armée sous Blaise Compaoré. Au point que des soldats prenaient la garde avec de simples bâtons. Moi, j'ai vu des images qui font honte. L'armée malienne en plein entraînement, en train d'utiliser des bâtons comme fusil et des cris pour simuler les tirs. Piou, 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 piou. On a vu des scènes comparables en Centrafrique. Des armées désarmées qui s'entraînent avec des morceaux de bois. Avec un instructeur français, lui qui est armé, et qui leur apprend à combattre avec des morceaux de bois simulant des fusils. Le président Ibrahim Traoré est le chef de l'État du Burkina Faso. C'est un officier supérieur du Burkina Faso qui nous dit la présence des officiers supérieurs français comme conseiller militaire s'est traduite par l'affaiblissement de l'armée du Burkina. L'affaiblissement continu. C'est-à-dire sa malléabilité au terrorisme. Mieux, il nous donne nos témoignages. Il nous dit, mais écoutez, le chef d'état-major de l'armée du Burkina Faso a été convoqué en France où il lui a été demandé, quand les conseillers militaires en 2019 avaient été renvoyés, de les reprendre. Le chef d'état-major, en visite en France, a opposé une fin de non-recevoir à ses homologues français. Mais à son retour à Ouagadougou, les politiciens burkinabés, sous le contrôle des politiciens français, ont ordonné au chef d'état-major, qui avait osé régimber à Paris, d'accepter le retour des conseillers militaires français. Voilà dans quel état l'armée burkinabé s'est retrouvée, sous le contrôle de l'armée française, affaiblie, incapable de combattre le terrorisme, jusqu'au moment de la révolution du MPSR2. Donc, les conseillers militaires de la France dans l'armée du Burkina Faso, nous dit le président burkinabé, ont été un facteur d'affaiblissement de cette armée, au point que cette armée en était réduite à être une armée de parade. Je rappelle que les armées de parade, c'est l'expression utilisée par les officiels maliens pour décrire l'armée ivoirienne de Ouattara, dont on sait maintenant que tout son matériel militaire lui avait été loué pour faire ses défilés du 7 août
Et on s'est mis à récupérer, morceau par morceau, la joie apparente de la Ouattari, l'armée de Pakoti. Voilà pourquoi le chef de l'État burkinabé insiste sur un critère fondamental d'un changement géopolitique et géostratégique, c'est celui de la rupture des accords. Les Gabonais, s'ils pensent pouvoir récupérer leur souveraineté de défense, doivent rompre les accords néocoloniaux de défense. Les Tchadiens l'ont fait. Les Sénégalais doivent arrêter de mentir à leur peuple. Les dirigeants sénégalais, j'entends. Ils doivent rompre les accords, publiquement. C'est ce que les Ivoiriens doivent faire. Et bien sûr, on sait que ce n'est pas Ouattara qui aura le courage de le faire. Ce sont ceux qui, par la volonté du peuple de Côte d'Ivoire et de Dieu le Tout-Puissant, vont succéder aux satrapes reptiliens. De la même façon, à Djibouti, seule une révolution de l'élite politique djiboutienne, une révolution panafricaniste, révolutionnaire donc, eh bien, seule peut obtenir le départ des troupes néocolonialistes, des troupes impérialistes du sol africain de Djibouti. Ce sont donc des changements politiques endogènes qui s'imposent pour que ce changement géopolitique et géostratégique ait lieu. Le président Ibrahim Traoré est allé plus loin, jusqu'à nous raconter des anecdotes sur les problèmes de loyauté que les officiers formés par l'armée française ont quand ils doivent opérer dans les armées africaines. Pourquoi? Parce que quand ils meurent dans leurs opérations en Afrique, on organise des cérémonies d'hommage pour eux dans les casernes en France en disant qu'ils sont morts en Afrique pour la France. Histoire de dire que tout le temps qu'ils sont des officiers africains, et parce qu'ils ont été formés par l'armée française, ils sont considérés comme agissant dans leur pays africain au nom de la France. Le président Traoré apporte ce témoignage-là pour montrer à quel niveau de dépendance les Africains étaient rendus, à quel niveau d'écrasement la dignité africaine, la dignité militaire africaine avait été rendue. Et voilà comment il peut rappeler. Maintenant, le troisième thème ici. Il va parler de la phrase du président Macron qui dit « L'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. » L'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Le président Macron, vous vous en souvenez, a dit que les Africains avaient oublié de dire merci à la France. Et il a ajouté que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. L'analyse que fait le président Ibrahim Traoré de ce bout de phrase du président Macron est évidente. Si l'ingratitude est intransmissible, est une maladie non transmissible aux humains, et que les Africains qui n'ont pas dit merci sont ingrats, c'est-à-dire ils souffrent d'ingratitude, cela veut dire que ces Africains ne sont pas des humains. Le président Ibrahim Traoré a reconstitué le raisonnement de Macron. Emmanuel Macron dit « L'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. » Donc c'est une maladie dont ne souffrent que les non-humains, les infra-humains, les bêtes. Les Africains n'ont pas, nous dit-il, ils n'ont pas dit merci à la France. Les Africains souffrent d'ingratitude et parce qu'ils souffrent d'ingratitude, le président Macron en déduit qu'ils sont des sous-hommes, des infra-humains. Parce que de toutes les façons, s'ils étaient humains, ils seraient reconnaissants. Car être humain, c'est être reconnaissant. Ainsi, Emmanuel Macron se définit comme le prototype de l'homme, de l'humain, alors que les Africains qui n'ont pas dit merci à la France sont le prototype du non-humain, de l'infra-humain, de l'inhumain. C'est à ce moment que le président Ibrahim Traoré trouve nécessaire de lui rappeler que pour que l'humanité française actuelle existe, il a fallu que l'Afrique se sacrifie. Il a fallu que les Africains servent de chair à canon dans toutes les grandes guerres mondiales de la France pour que la République française soit sauvée. Qu'il me soit permis ici de faire un petit rappel de la participation des Africains à la libération de la France. Il faut savoir que d'abord, même pour la pénétration coloniale, la France a eu besoin d'utiliser ce qu'on appelait ses anciens esclaves de confiance, qu'on appelle les laptos. Les laptos, ce sont des esclaves de maison qui ont servi de première armée de subalternes pour leurs maîtres français, blancs, afin de commencer leurs opérations coloniales. Donc, même la colonisation de l'Afrique n'aurait pas eu lieu sans la faiblesse d'un certain nombre de nègres de maison qu'on appelle les laptos. On continue. La colonisation et même la puissance de la France n'auraient pas été possible sans les ordonnances royales
du 7 décembre 1841 qui ont été prises lors de la conquête de l'Algérie et qui ont créé ce qu'on appelle les troupes indigènes. Je donne les dates. Hein. Les Lapteaux, c'est au XVIIIe siècle. Les Lapteaux, c'est au XVIIIe siècle. Les ordonnances royales du 7 décembre 1841, on est déjà au 19e. Ensuite, il va y avoir le décret impérial du 10 octobre 1855 qui va créer les 3 premiers régiments de tirailleurs algériens. Ensuite, il va y avoir la création du corps des tirailleurs sénégalais le 21 juillet 1857 par le décret de Napoléon III. Je vous donne les dates. Hein. Je recommence. 18e siècle. Les anciens esclaves de confiance, appelés les Lapteaux, sont amenés à accompagner leurs maîtres dans les navires négriers et notamment dans les voyages de la Compagnie des Indes pour piller la terre. Deuxième moment. 1841, ordonnance royale du 7 décembre. Lors de la conquête de l'Algérie, on crée des troupes indigènes pour combattre les autres peuples du monde et les soumettre. On a recueilli la chair à canon, africaine, entre autres. Troisième date intéressante, décret impérial du 10 octobre 1855 qui va créer les premiers régiments de tirailleurs algériens. La troisième date que je donne, c'est le décret de Napoléon III du 21 juillet 1857 qui crée le corps des tirailleurs sénégalais. Et je continue à vous donner des dates. Sous la Troisième République française, ont été créés le corps des tirailleurs tunisiens en 1884, le corps des tirailleurs indo-chinois, c'est-à-dire les Anamites et les Tonkinois, en 1884 aussi, le corps des tirailleurs malgaches en 1895, le corps des tirailleurs marocains en 1915. Le corps des tirailleurs du Pacifique a été créé le 4 juin 1916 à Nouméa. Et l'essentiel de ces corps est composé de noirs venus d'Afrique. D'accord? Parlons un peu de l'apport de l'Afrique aux guerres mondiales de la France. Lors de la Première Guerre mondiale, selon les chiffres officiels, c'est un minimum de 500 000 Africains qui ont combattu pour la France. Au moins 1 demi-million d'Africains ont combattu pour la France. Et on dénombre au minimum parmi eux 30 000 morts. C'est à peu près un chiffre comparable pour la Deuxième Guerre mondiale, et même plus, où on dénombre entre 30 000 et 40 000 morts. C'est-à-dire qu'au bas chiffre, au moins 1 million et demi, d'Africains sont venus combattre pour la France lors des 2 guerres mondiales, de 14-18 et de 39-45. J'ai eu beaucoup de bonheur à retrouver plusieurs personnes portant mon patronyme, Niamsi, parmi ceux qui sont morts pour la France, pendant les 2 guerres mondiales françaises. Quand vous faites une enquête sur les archives de l'armée française, vous faites une enquête par patronyme. Les Africains peuvent s'amuser à taper leur patronyme et vous allez retrouver tous vos homonymes qui ont combattu pour la France. J'ai l'honneur de vous informer que des Niamsi ont combattu pour la France. Pendant les 2 guerres, des Niamsi ont combattu pour la France. J'étais ému de retrouver les noms des Niamsi dans les troupes françaises du XXe siècle, avec même des précisions sur le lieu où certains sont tombés. Et vous pouvez, pour ceux qui vivent en France et qui sont d'origine africaine, origine de pays qui ont été des anciennes colonies françaises, vous pouvez mener une enquête sur votre nom de famille. Alors, les Diarra alors, les Kone alors, les Fofana alors, oh là là, ils sont remplis. Ceux-là qui sont remplis dans les centres de rétention, qu'on attache, qu'on saucissonne dans les avions pour les ramener en Afrique, ce sont eux qu'on avait amenés ici, qu'on envoyait devant pour combattre, pour libérer la France. Donc quand le président Ibrahim Traoré fait remarquer que c'est la France qui doit à l'Afrique son existence, ce qu'il dit est une vérité historique. Et voici ce que disait Gaston Monnerville, député guyanais à l'Assemblée nationale française, le 25 mai 1945. Citation de Gaston Monnerville. Sans son empire, la France ne serait qu'un pays libéré. Mais grâce à son empire, la France est un pays vainqueur. Je recommence la citation de Gaston Monnerville, député de la Guyane, le 25 mai 1945. Il dit, sans son empire, c'est-à-dire sans ses colonies,
La France ne serait qu'un pays libéré. Libéré par qui? Mais par les Anglais, les Américains, n'est-ce pas? Mais grâce à son empire, parce que qui a combattu pour la France en première ligne? Mais ce sont les colons, les colonisés de la France. Grâce à son empire, la France est un pays vainqueur. Quand on disait à l'assaut, ce sont les Noirs, les Arabes, les Tonkinois qui étaient en première ligne. J'ai leur nom ici. Ils venaient de Madagascar, ils venaient des Antilles, de la Guyane, de la Réunion. C'était des Kanaks, c'était des Polynésiens, c'était des Somalis, c'était des Indiens et des Indo-Chinois. Ils venaient de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française. Toutes les premières lignes françaises. Si la France a pu avoir la fierté de dire qu'elle a gagné la guerre, même Paul Biya, le vieux dictateur issu de la cuisse du néocolonialisme français, l'a rappelé l'année passée devant Emmanuel Macron. La France est libre grâce à ses troupes africaines. Biya a dit ça ici, de sa voix frêle habituelle. On doit reconnaître que la France est libre grâce à ses troupes africaines. Je ne sais pas si M. Macron a écouté ce que le vieux dictateur camerounais a quand même eu le courage de lui dire en face. Que, petit, respectez-nous. C'est vrai que nous, on est les héritiers de vos nègres de maison. Mais il y a d'autres Africains, eux, qui ont eu le courage de combattre. Et que vous avez massacré à Tiaroy d'ailleurs, quand ils ont revendiqué leurs droits. Même le vieux dictateur camerounais Paul Biya, issu de la cuisse du néocolonialisme français, a rappelé cela au président Macron, courant 2024, ici en France, lors de la commémoration du débarquement de Provence, du débarquement de Normandie ou de Provence. Vous pouvez aller vérifier cela. Donc, en fait, quand on fait un petit tour dans l'histoire de France, mais on se rend compte que, incontestablement, la République française telle que nous la connaissons aujourd'hui ne peut pas exister sans l'Afrique. D'un point de vue militaire, d'un point de vue sécuritaire. Les troupes de l'armée française de De Gaulle sont majoritairement africaines. Quand De Gaulle se rébelle et qu'il crée sa junte pour renverser Pétain et affronter Hitler, Mussolini et toutes les puissances de l'Axe, De Gaulle a un commando de 177 soldats qu'on appelle le commando Kiefer, c'est tout. Tous les autres Français sont avec Vichy. Ils sont avec Pétain. Ils chantent avec Pétain, Maréchal, nous voilà. L'hymne à la patrie. C'est quand De Gaulle descend en Afrique, après son appel du 18 juin 1940, il commence à faire le tour des colonies françaises d'Afrique. De Gaulle vient à Brazzaville et il va oser déclarer que Brazzaville est la capitale de la France libre. Mais pourtant, aujourd'hui, quelqu'un qui part de Brazzaville pour venir en France n'a pas de visa assuré. Mais oui, il est plus facile de partir de Paris à Brazzaville que de Brazzaville à Paris. Pourtant, De Gaulle décréta Brazzaville capitale de la France libre. Pourquoi? Parce qu'il était venu trouver une disposition extraordinaire de chair à canon taillable et corvéable pour la libération de la France. Ibrahim Traoré répond donc au président Macron, mais les Africains, ils ne sont pas des sous-hommes, ils sont des surhommes. Parce qu'ils sont morts pour libérer leur maître. C'est du jamais vu. Un esclave qui meurt pour libérer son maître. Un colonisé qui meurt pour libérer le colon. Voilà la dialectique inouïe des deux guerres mondiales du XXe siècle. Les colonisés qui se battent pour la libération du colon. Et quand ils ont fini de se battre pour la libération du colon, ils sont remerciés en monnaie de singe par la pseudo-décolonisation. Voilà l'ignominie dont M. De Gaulle a été coupable. Alors que les troupes africaines avaient donné à l'armée française, eh bien, son coffre de base, ses unités d'avant-garde, ses unités de première ligne. Lorsque la France a recouvré sa souveraineté, c'est pour manœuvrer et fabriquer la pseudo-indépendance de l'Afrique. Maintenir ses bases militaires pour contrôler les Africains, alors qu'elle a refusé que l'Amérique garde ses bases militaires en France. Créer une monnaie pour escroquer les Africains, le franc CFA. Truquer les élections en Afrique, organiser des guerres, des rébellions, des coups d'État pour maintenir des valets à la tête des États africains et continuer à les piller allègrement. Continuer à se mêler des affaires africaines décidées pour les Africains au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà la monnaie de singe avec laquelle la France remercia l'Afrique d'avoir constitué ses troupes de première ligne. Quelle honte, quelle ignominie. Et c'est cela que dénonce justement le président Ibrahim Traoré. Et cela est basé sur la vérité historique. L'histoire et les faits scientifiques sont en faveur de la thèse du président Ibrahim Traoré. Voilà pourquoi il dit que finalement,
le président Macron semble être en fait un mal nécessaire pour l'Afrique, parce que la somme des maladresses dont il s'est rendu coupable explique l'accélération de la prise de conscience africaine de la nécessité de la rupture anticoloniale, la rupture anti-néocolonialiste, la rupture anti-impérialiste. Paradoxalement, les maladresses successives, répétées, accrues et aggravées du président Emmanuel Macron servent le sens de l'histoire. Ce sont des maladresses providentielles. Ce sont des maladresses qui se mettent sur le chemin et l'axe de la libération des Africains. Voilà ce que révèlent plusieurs analystes. On ne pouvait pas rêver d'un meilleur gaffeur à la tête de la France pour accélérer la libération de l'Afrique. D'où on peut dire, avec le proverbe français, à quelque chose, malheur est bon. Le président Macron est un malheur profitable à l'Afrique. Ainsi évolue la dialectique de l'histoire, car quelquefois le chemin que vous prenez pour échapper à votre destin, comme le dit si souvent le président Guillaume Kibafori Soro, c'est ce chemin qui vous permet de réaliser encore plus vite votre destin. L'Afrique aurait souhaité qu'à la tête de la France, le jeune président Emmanuel Macron soit en symbiose avec les jeunes générations qui constituent l'essentiel de la démographie africaine. L'Afrique aurait souhaité, dans ce président, voir quelqu'un qui pourrait de manière décomplexée affronter les tâches de réparation, de repentance, de jugement, les tâches de rééquilibration, les tâches de déconstruction et de libération de la relation néocoloniale. L'Afrique a même pu rêver, en voyant un homme d'à peine 40 ans arriver à la tête de la France, qu'enfin elle avait en lui un interlocuteur valable. Hélas, l'histoire quant à elle en a décidé autrement. Dans une apparence de jeune, le président Emmanuel Macron a reconduit les vieux réflexes, néocolonialistes de la classe de la 5e République française, de Gaulle jusqu'à nos jours, et même de la classe dominante de la République française depuis sa fondation à la Révolution. Réflexes issus du tribut raciste négrier, issus des avantages coloniaux, de l'habitude de dominer, ces réflexes sont puissants. Ils encadrent encore le comportement de l'élite politique française. Le président Ibrahim Traoré conclut son propos sur ce qu'il appelle l'immoralité des impérialistes. Il conclut en appelant les Africains à se réveiller et à constater l'immoralité des impérialistes. En quoi consiste l'immoralité des impérialistes? C'est important. Les impérialistes, les colonialistes et les néocolonialistes font le contraire de ce qu'ils disent. Et ils disent le contraire de ce qu'ils font. Ce sont des individus et des puissances contradictoires. Par exemple, le président Traoré nous invite à constater que, du jour au lendemain, quelqu'un qui nous ont présenté comme un terroriste, ils peuvent nous le présenter comme un héros. Exemple, le tableau blanc de la Syrie. Ahmed al-Shari, le chef d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui a ensanglanté la région du Moyen-Orient pendant plusieurs années, le chef terroriste syrien qui pourrait même être l'un des organisateurs du grand massacre du Bataclan à Paris le 13 novembre 2015, ce monsieur-là, on avait mis 10 millions de dollars pour qu'il soit tué. C'est le même monsieur qui nous est présenté comme le libérateur, le héros qui a chassé le dictateur Bachar el-Assad de la Syrie. Et aujourd'hui, toute la diplomatie occidentale, avec en tête les États-Unis et Israël, sont aux petits soins de l'homme qui leur a permis de décapiter l'État syrien. Voilà un exemple. Vous vous souvenez bien qu'avant de tuer Kadhafi, ils l'ont invité à Paris. Ils lui ont permis de dresser sa tente en plein Paris. Sarkozy a endormi la vigilance de Kadhafi et quelques temps après, il l'a tué. Donc, le président Ibrahim Traoré nous dit que les impérialistes sont des individus et des puissances immorales qui ne respectent aucune cohérence entre leur dire et leur faire. Et il donne cet exemple. Deuxième exemple, la contradiction entre la démocratie et la barbarie. Voilà des gens qui partout se promènent dans le monde en disant que vraiment ils veulent promouvoir la démocratie. Déjà, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la démocratie dans les 12 monarchies d'Europe? Pourquoi les 12 monarques européens là n'acceptent pas de quitter leur trône pour que règne uniquement le principe démocratique en Espagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Belgique? Mais pourquoi tous ces rois ne se débinent pas pour laisser Vox Populi, Vox Dei? Pourquoi? Deuxième objection. Mais si les puissances occidentales sont hyper démocratiques, pourquoi leurs meilleurs amis, ce sont les monarchies antidémocratiques du Moyen-Orient? Est-ce que l'Arabie Saoudite est une démocratie? Mais c'est l'ami de l'OTAN. Est-ce que les Émirats Arabes Unis sont une démocratie? Sont les amis de l'OTAN. Le Qatar, démocratie, mon œil, sont les amis de l'OTAN. Le Bahreïn, est-il une démocratie? Ami de l'OTAN. Koweït, démocratie, ami de l'OTAN. Astaghfirullah.
quelques-uns des régimes les plus criminels d'Amérique latine, comme le régime, eh bien, de Pinochet au Chili, n'était-il pas soutenu par les États-Unis? Le grand régime barbare d'Afrique du Sud de l'apartheid, qui pendant 100 ans a massacré et éliminé les Noirs, n'était-il pas soutenu par toutes les grandes puissances otaniennes, occidentales? Donc l'Afrique a des preuves que le slogan démocratique de l'Occident ne correspond pas à la réalité de sa pratique politique internationale. Donc l'Occident est politiquement immoral. Alors que le grand maître, eh bien, judéo-chrétien de l'Occident, Jésus de Nazareth a dit, ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fissent. Mais l'Occident politique a passé tout son temps à faire aux autres ce qu'il ne veut pas que les autres lui fassent. Ah, personne ne doit posséder de bombes atomiques, sauf une puissance occidentale qui se permet d'en jeter 2 sur le Japon. Ah non, faut surtout pas que l'Iran possède d'armes nucléaires, sauf vous. Quand c'est vous qui jetez sur Hiroshima et sur Nagasaki des armes nucléaires, des armes atomiques, tout va bien. Quand c'est vous qui exterminez les Palestiniens, quand vous exterminez à Sabra et Shatila, ça va bien. Quand vous exterminez, eh bien, en Algérie, vous exterminez au Cameroun, vous exterminez à Madagascar. Quand vous exterminez, ça va bien. Vous exterminez en Irak, vous exterminez en Somalie, tout va bien. Vous cassez la Libye pendant 6 mois, tout va bien. Ibrahim Traoré nous dit, ils ont perdu toute crédibilité à la face du monde informé et cultivé. Les propagandistes de la démocratie à 2 balles, qu'ils ne respectent même pas chez eux, ou lorsqu'ils perdent les élections législatives, ils nomment un premier ministre issu d'un parti minoritaire. À qui peuvent-ils enseigner la démocratie, ceux qui font cela dans leur pays? À qui peuvent-ils enseigner la démocratie, ceux qui traquent les philosophes, qui les pourchassent simplement parce qu'ils ont écrit des livres ou donné des conférences qui ne leur plaisent pas? À qui vont-ils parler de démocratie? Je les vois, tout d'un coup, ils aiment Boualem Sansal, mais ils persécutent Franklin Nyamsi. Mais Boualem Sansal, c'est un écrivain, c'est une conscience, c'est un intellectuel algérien. On doit le défendre. Mais la puissance qui défend Boualem Sansal ne peut pas persécuter Franklin Nyamsi en même temps. Parce qu'il a écrit un livre, parce qu'il a donné une conférence, parce qu'il critique la politique néocoloniale de la France en Afrique. Boualem Sansal critique la dictature algérienne, comme je critique la dictature française. Et pourquoi la dictature française prétend-elle défendre Boualem Sansal alors qu'elle me persécute? Voilà la contradiction. Voilà la contradiction. Est-ce que vous respectez la liberté d'expression des intellectuels? Est-ce que les philosophes qui ne pensent pas comme vous ont droit d'existence dans vos médias? Est-ce que la critique est libre? Est-ce que la répression, eh bien, des points de vue opposés à la vulgate du gouvernement n'est pas en train de battre son plein dans vos pays? Vous qui voulez donner des leçons au monde entier. Voilà la question posée par le président Ibrahim Traoré. De telle façon que, à la fin de cette allocution, le peuple burkinabé et le peuple africain sont édifiés sur la nature du discours du président Emmanuel Macron. Ce discours a ses sources dans le racisme précolonial, le racisme négrier. Il nous traite collectivement de sous-hommes, puisque nous, Africains, qui n'avons pas dit merci pour les massacres coloniaux, n'avons pas dit merci pour le pillage colonial, n'avons pas dit merci pour les coups d'État, n'avons pas dit merci pour le franc CFA, nous n'avons pas dit merci. Hein? On n'a pas dit merci pour tout le bien qu'ils ont fait. Nous sommes souffrants d'une maladie infra-humaine qui s'appelle l'ingratitude. Donc, M. Macron a pris la responsabilité d'insulter tous les Africains et de les déclasser anthropologiquement. Ça, c'est un fait scientifique. Si l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme, Macron, qui estime, lui, être reconnaissant, se présente comme un homme et présente les Africains comme des non-humains ou à tout prendre des sous-humains. L'Afrique dit à Macron que l'humanité est née en Afrique et que rien n'a été possible en ce monde sans l'Afrique et les Africains. Rien ne sera même possible dans ce monde sans l'Afrique et les Africains. Rien. Tout a commencé en Afrique. Et si l'humanité doit prendre fin un jour, ce sera en Afrique. Là où elle a commencé. Le jardin d'Éden, c'est notre civilisation. La civilisation négro-africaine qui est la plus hospitalière, qui est la plus ouverte et la plus tolérante de toutes celles de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est un. Deuxième point, le président Ibrahim Traoré a jeté une clarté aveuglante sur les plans de recolonisation du continent. Il a montré que, à la tête des États africains aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui parlent un langage de vérité à leur peuple.
Nous savons qu'il s'agit d'invisibiliser les troupes françaises et que le président Macron ne représente pas la rupture de la France-Afrique. Il incarne sa continuité sous la forme de la ruse et de la stratégie de la dissolution, que j'ai pour ma part appelée la stratégie de l'invisibilisation. Désormais, les Africains connaissent la stratégie, néocoloniale, que le pouvoir français a choisie. Grâce à l'allocution du président Ibrahim Traoré, nous comprenons aussi que plusieurs pays africains doivent continuer à se débarrasser de cette présence néocoloniale et impérialiste à l'intérieur de leur appareil de défense, de leur appareil de sécurité et de leur appareil politique. Il y a un exemple très simple. Combien de pays africains continuent à avoir des conseillers militaires israéliens, américains, français? Mais tout ça, c'est l'OTAN. Vous ne pouvez pas prétendre combattre les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique qui ont été installés en Afrique grâce à l'invasion de l'OTAN et qui coopèrent avec l'OTAN au Moyen-Orient, comme on l'a vu en Syrie, et avoir leurs officiers dans l'armée camerounaise, dans l'armée togolaise, dans l'armée béninoise, dans l'armée gabonaise, dans l'armée sénégalaise, dans l'armée ivoirienne. Mais vous vous foutez de qui? Dirigeants africains, corrompus, menteurs, lâches, hypocrites, de qui vous foutez-vous? Vous qui continuez à voir à l'intérieur de la hiérarchie militaire de vos armées des officiers de la puissance de l'OTAN qui a détruit la Libye, assassiné Kadhafi, pour des motifs connus. Maintenir l'Afrique sous la domination. Comment pensez-vous combattre la déstabilisation de l'Afrique? En ayant pour conseiller des officiers des armées qui sont pleinement impliqués dans le maintien de cette déstabilisation. L'intervention magistrale du leader du Burkina Faso, hier, 13 janvier 2025, à Ouagadougou, a mis définitivement et puissamment les pieds dans le grand plat du mensonge, de la lâcheté, de l'hypocrisie des dictateurs d'Afrique francophone. Ils sont lâches, ceux qui continuent de confier l'appareil de défense à des officiers d'armée impliqués dans la déstabilisation du continent. Ce sont de véritables ennemis de leur peuple, ceux qui font cela. Tous ceux qui sont là, oh, on combat le terrorisme. Mais on ne combat pas le terrorisme en s'associant aux parrains du terrorisme. On ne combat pas le terrorisme en s'associant à ceux qui caressent le terrorisme dans le sens du poil en Syrie. Et ça pose le vrai problème de la libération de l'Afrique, de la domination spirituelle. Parce qu'il y a une partie de cette domination qui n'est possible que parce que les Africains ne sont pas libérés de la domination arabo-musulmane. Le rapport que les dirigeants africains ont avec ceux de l'Arabie Saoudite, ceux du Qatar, le rapport qu'ils ont avec ceux des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn, tous ces pays-là qui font ami-ami avec Al-Qaïda et l'État islamique, c'est un rapport honteux. L'Afrique doit se libérer. L'Afrique doit se libérer en se proclamant terre sacrée des Africains. Notre terre sacrée, nous, les Africains, c'est d'abord l'Afrique. Que chacun sacralise sa terre. Quand nous devons regarder la terre sacrée, regardons la terre de nos ancêtres. C'est la terre de nos ancêtres qui est notre terre sacrée. Que chacun considère la terre de ses ancêtres comme sacrée. Et nous aurons un monde multipolaire et les choses seront équilibrées. Les Africains sont les seuls qui regardent les terres des autres comme sacrées et pas la leur. Voilà pourquoi ils sont bloqués. Nous sommes infiltrés en permanence par les gens qui sont dans la stratégie de l'adversaire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le courage de nous assumer au sens de choisir nos valeurs. Mais écoutez, l'Afrique est ma terre sacrée en tant qu'Africain. C'est ma première terre sacrée. Ce n'est pas le Moyen-Orient, ce n'est pas l'Europe, c'est l'Afrique. Ma terre natale, la terre de mes ancêtres, c'est ma terre sacrée. Quand j'invoque le Tout-Puissant, je me tourne vers l'Afrique, qui est ma terre sacrée. Toi, tu te tournes où? Les autres terres sont sacrées. Hein? La terre des Arabes, elle est sacrée. La terre comment ils s'appellent? Les Juifs, elle est sacrée. La terre des Romains, mais d'abord pour eux. Elle est d'abord sacrée pour eux, tu le sais. La preuve, quand tu vas là-bas, tu es traité en étranger. Oui ou non? Tu es chez toi dans leur terre sacrée. Tu ne vois pas comment on te surveille comme un mouton? Est-ce que c'est chez toi là-bas? Toi, Africain, tant que tu n'as pas proclamé que l'Afrique est ta terre sacrée, tu ne seras pas libéré. Et moi, j'ajoute donc qu'il n'y a pas de décolonisation mentale, il n'y a pas de décolonisation économique, il n'y a pas de décolonisation sociale, il n'y a pas de décolonisation culturelle sans décolonisation spirituelle. Écrivez ça. C'est dur à comprendre, mais c'est vrai.
Et quand c'est vrai, c'est vrai. C'est dur à comprendre, mais c'est vrai. Et quand c'est vrai, c'est vrai. Opportunité de formation en élevage du poulet local en Afrique. Est-ce que vous avez un projet d'installation d'une ferme de poulet local? Est-ce que l'élevage du poulet vous intéresse réellement? Est-ce que vous rencontrez déjà des problèmes sur votre ferme? Des problèmes concernant les maladies, la croissance, la chute de ponte ou même des problèmes liés à la fabrication d'aliments. Vous voulez maîtriser la fabrication d'aliments pour rentabiliser votre élevage de poulet. Les amis, est-ce que vous avez besoin de connaissances, d'une formation pour réellement rentabiliser? Cette formation, c'est pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je suis un producteur du poulet local, PDG de l'entreprise Frika Poulet, une entreprise spécialisée dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation du poulet local 100% africain. Nous, on ne fait pas les poulets importés, on ne fait pas l'élevage des poulets de chair, on ne fait pas l'élevage de la poule pondeuse. On est plus spécialisé dans la race locale. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre entreprise et comment nous on rentabilise. Les amis, nous avons juste des reproducteurs. Des reproducteurs, c'est des sujets de 6 mois qui nous donnent des œufs fertiles. L'œuf que nous on obtient, c'est des œufs fertiles. Maintenant, les œufs fertiles sont amenés dans l'incubateur où ils vont passer 18 jours dans l'incubateur, après 3 jours dans l'éclosoir et nous avons les poussins. Les poussins qui représentent la matière première pour rentabiliser réellement votre élevage du poulet. Ça veut dire chez nous, on n'achète pas les poussins. C'est ce qui fait réellement qu'on rentabilise 3000 poussins en 1 mois. C'est ce qu'on obtient et nous allons multiplier ça dans les années à venir. Alors pour vous aider à nous ressembler, à rentabiliser votre élevage, nous organisons chaque dernière semaine de chaque mois une formation pour aider la communauté noire. Nous avons 2 types de formation. Il y a la formation de production. C'est quoi la formation de production? Au cours de la formation de production, nous allons parler du mythe autour du poulet. Pourquoi ils ont créé réellement le poulet Goliath? Il faut comprendre pourquoi ils ont créé le poulet Goliath. C'est quoi les avantages du poulet Goliath? Quels sont les produits dérivés d'élevage du poulet Goliath? Nous allons après parler des maladies de traitement, de la fabrication d'aliments. Les amis, la fabrication d'aliments, 80% des dépenses sont liées à l'alimentation. Donc, il faut maîtriser la fabrication d'aliments aujourd'hui pour rentabiliser votre élevage de poulet. Après, nous allons parler de la gestion de l'incubateur et de l'éclosoir. Nous allons parler après de quoi? De la rédaction de projet. Si vous avez un projet d'élevage de poulet, il faut rédiger le projet. Voir si ce projet est rentable à long terme. Il faut d'abord rédiger le projet. Donc, on va vous apprendre à rédiger un projet de poulet. Et la rédaction d'un projet débute toujours par un objectif. C'est quoi votre objectif dans le poulet? Les amis, pour finir, on va vous parler de commercialisation. Vous ne pouvez pas venir dans le poulet sans avoir le marché d'écoulement. On va vous apprendre les marketing de communication, marketing de vente et marketing du produit. Sans le marché d'écoulement, il n'y a pas d'élevage de poulet. Ça, c'est la première formation appelée formation de production. Le coût de cette formation, c'est $180, 100 000 francs CFA. Si vous êtes déjà intéressé, le numéro est devant vous. Après, nous avons la formation complète. La formation complète, c'est la formation qui part de la production jusqu'à l'abattage du sujet. Quand vous venez dans le monde d'élevage, pour réellement rentabiliser, vous devez apprendre à transformer. Vous savez, nous avons 3 piliers de production. La production, la transformation et la commercialisation. Vous ne pouvez pas seulement vous arrêter à la production. Vous n'allez pas réellement rentabiliser. C'est vrai que vous allez gagner d'argent, mais ce n'est pas encore ça rentabiliser. Il faut venir au niveau de la transformation. Et quand on parle de la transformation au niveau de la race locale, au niveau du poulet, c'est comment installer votre abattoir. Donc, au cours de la grande formation, la formation complète, on parle de l'installation d'un abattoir ou une tuerie. Si vous n'avez pas les moyens, au lieu d'installer un abattoir, vous installez votre tuerie simplement. Nous allons parler des diagrammes. Nous allons aussi parler des étapes à suivre pour abattre les volailles. Parce qu'il y a plusieurs étapes pour abattre et produire une viande de qualité. N'oubliez pas que vous voulez mettre dans l'assiette de la population une viande de qualité. Donc, il faut respecter d'abord les normes d'hygiène.
Et là, nous allons parler aussi des normes HACCP. Les normes HACCP, c'est des conditions que vous devez respecter pour ne pas infecter la viande. Et pour finir cette formation, nous allons parler de quoi? De la traçabilité. Si réellement vous voulez devenir une entreprise qui se respecte, une entreprise qui va rouler avec des millions, avec des milliards, vous devez agir sur la traçabilité de votre produit. Et la grande formation, la formation complète, elle est à $360, 200 000 francs CFA. Le bonus ici, c'est que vous allez intégrer une communauté. Vous allez rester avec nous. Vous savez, quand vous rencontrez des vrais éleveurs qui rentabilisent, vous gagnez en expérience. Donc voilà les deux types de formations qu'on dispose au sein de notre communauté. Et si vous êtes intéressé par nos formations, il y a un seul numéro. Le numéro là, c'est le numéro de formation. Vous appelez, vous envoyez votre nom, prénom et vous faites votre inscription, on met votre nom sur la liste. Chaque fin du mois, on organise des formations, mais les places sont limitées. On a besoin seulement de 10 personnes chaque mois. Et comment cette formation, ça fonctionne? Les amis, il faut vite faire l'inscription avant la fin du mois. Et là, vous avez des liens, vous avez des vidéos, vous avez des documents. Et vous finissez de suivre les vidéos, de faire la lecture de ces documents. Et le jour même de la formation, vous posez des questions. Là, vous avez déjà une idée de ce qu'on appelle l'élevage avant le jour de la formation. Et là, vous avez le temps pour poser tellement de questions. Chez nous, il n'y a pas de questions bêtes. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, la connaissance, seule la connaissance va vous permettre de rentabiliser votre élevage de poulet. J'attends vos inscriptions. Inscrivez-vous massivement à cette formation et ensemble, nous allons atteindre notre autosuffisance alimentaire et aussi parler de souveraineté alimentaire. Ensemble, les amis, nous pouvons lutter contre l'importation de la volaille, des poulets congelés, des poulets morts. Il faut commencer la production, mais surtout de la production du poulet local 100%. J'attends vos inscriptions. Merci beaucoup. Le numéro est devant vous. Ce numéro, c'est uniquement pour la formation. Quand vous appelez, c'est pour acheter une formation. C'est pour prendre des renseignements sur la formation et vous inscrire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.